Bonjour à tous. Alors, je me présente, Flavie Antérion. Je suis en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue à ce webinaire consacré à la qualité d'air intérieur, un enjeu important dans la conception des bâtiments tertiaires et résidentiels, et ce, depuis déjà plusieurs années. Alors, nos experts Francaire et Uniclimat se sont réunis aujourd'hui pour partager leur expertise et échanger autour de la thématique suivante: comment agir sur la qualité d'air intérieur des bâtiments tertiaires et résidentiels et préserver la santé des occupants. Du coup, dans le cadre de ce webinaire, j'accueille Céline Desportes, responsable marketing tertiaire, Olivier Robineau, directeur de la promotion et des grands projets, André Chouquet, responsable marketing Habitat, Vincent Arcis, ingénieur R&D, qui font donc tous les quatre parties de la société Francaire, ainsi que Arnaud Meyer, qui est responsable technique ventilation et traitement d'air des bâtiments au sein d'Uniclimat. Alors, on va être ensemble pendant à peu près 45 minutes. Nous prendrons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions en fin de séance. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet dédié qui s'intitule Questions et qui est situé sur votre droite. Je vous invite également à activer le plein écran, tout simplement pour que vous puissiez mieux voir les slides. Voilà, surtout, n'hésitez pas à échanger. Bon webinaire à tous. Et Céline, je te passe la parole. Merci Flavie. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire qualité d'air intérieur des bâtiments tertiaires et résidentiels. Dans le cadre d'une introduction, je vais rappeler que la pollution, l'air intérieur, est d'une manière générale beaucoup plus polluée qu'à l'extérieur. On parle de 8 fois plus pollué et que nous passons énormément de temps, 90% de notre temps, à l'intérieur. La pollution a des effets, a des conséquences très importantes sur la santé des occupants, que ce soit d'un point de vue allergie, concentration, capacité intellectuelle ou capacité d'écoute. Et dans le contexte de la post-crise sanitaire, la qualité d'air intérieur a été remise sur le devant de la scène pour préserver la santé et le bien-être des occupants. Donc, on est au cœur de l'actualité en matière de thématique qualité d'air. Au cœur de ce sommaire, eh bien, la définition de ce que signifie une bonne qualité d'air en tertiaire et en résidentiel. Quels sont les paramètres incontournables pour une bonne qualité d'air dans le cas d'un bureau, d'une école, d'un logement? On verra des simulations que nous proposera de commenter Vincent Arcis. Quelles sont les solutions de ventilation et de filtration qui sont les mieux adaptées à la situation? Et nous terminerons par les technologies de purification d'air qui sont actuellement disponibles sur le marché français. Commençons tout de suite dans le cœur du sujet. Que signifie, qu'est-ce qu'une bonne qualité d'air intérieur en tertiaire et en résidentiel? L'air intérieur est un air qui vient de plusieurs sources et donc ces sources de pollution portent différentes typologies de pollution. On a de l'air qui provient de l'air extérieur avec son lot de pollution de proximité telles les NOx, les CO et les particules fines, les PM. On a une partie de l'air qui contient des polluants provenant de l'activité et des occupants et de leur activité, le CO2, l'humidité, la pollution biologique. On a une partie de l'air qui contient des pollutions émanant des produits de décoration et de ménage, tels les COV pour les plus connus, les hydrocarbures. Et on a aussi une partie de la pollution qui provient des produits et des équipements de construction, donc pour lesquels il existe des procédures de nettoyage avant intégration des occupants dans le bâtiment. Donc il existe tout un tas de polluants qui viennent de sources différentes et pour lequel il est important de traiter ça de manière spécifique avec des solutions adaptées. La crise sanitaire est passée par là, on en a parlé juste avant, et on a fait le constat que effectivement le SARS-CoV-2 se transmettait via contact de surface contaminée, mais également d'aérosols, et que des gouttelettes infectées pouvaient traverser toute une zone. De là, on s'est dit que les lieux clos et mal ventilés, à forte densité de population, représentaient des espaces à risque.
Il a été consolidé une série de recommandations en matière de ventilation et de purification d'air intérieur, notamment pour les bâtiments tertiaires. Il s'agissait par exemple d'augmenter l'apport d'air neuf, d'extraire l'air vicié en ouvrant les fenêtres, en utilisant la ventilation mécanique un peu avant l'arrivée des occupants, un peu après, en évitant le recyclage dans des lieux, dans des zones avec différents espaces indépendants, de maîtriser l'étanchéité des flux, notamment sur les systèmes de ventilation, d'éviter l'usage des systèmes collectifs chauffage et clim sur air recyclé, et également de désinfecter l'air intérieur en complément d'une bonne ventilation. Donc, ce qu'on a appris de ce système, de ce contexte pandémique, c'est qu'une bonne qualité d'air intérieur était importante pour préserver la santé des occupants et qu'il y avait un certain nombre d'actions à mettre en place pour pouvoir justement justifier et maîtriser cette qualité d'air, cette bonne qualité d'air, que ce soit dans les bâtiments tertiaires ou dans les logements résidentiels. Donc là, nous allons regarder plus en détail quelles sont les solutions de QAI qui sont les plus adaptées aux solutions, aux situations. Et on va démarrer par l'habitat pour terminer par le tertiaire. Je laisse la main à André. Donc, bonjour à tous. Donc, comme a dit Céline, on va donc prendre on va dire quelques constats, quelques recommandations et aussi quelques simulations pour vous montrer quels sont, je dirais, les éléments importants pour assurer une bonne qualité d'air intérieur, les recommandations techniques aussi, et enfin derrière pour voir les premiers résultats que l'on peut avoir à travers des simulations ou des tests qu'on a pu effectuer. Donc, nous croyons beaucoup dans les solutions, on va dire, globales, QAI. Quand on parle d'amélioration de qualité de l'air, on va parler évidemment de ventilation, de filtration, aussi de diffusion, pour que la qualité d'air soit sur, je dirais, l'ensemble d'une pièce ou l'ensemble des pièces, et puis aussi la purification d'air, qui sont vraiment les 4 paramètres sur lesquels on va travailler pour pouvoir améliorer la qualité de l'air dans le logement et aussi dans le tertiaire. Juste quelques rappels, vous les connaissez pour beaucoup. Donc, quand on parle qualité de l'air, c'est bien aussi maîtriser et optimiser le taux de renouvellement d'air hygiénique. Donc, dans l'habitat, certes, on se base par rapport à des réglementations qui sont parfois encore anciennes, on va dire, mais il s'agit d'assurer justement un bon renouvellement d'air pour arriver jusqu'à des 0,6 volumeurs, ce qui serait l'idéal, pour justement garantir une bonne qualité de l'air et notamment des niveaux de taux en CO2 sur l'ensemble du logement qui pourraient être inférieurs à ce qui est, je dirais, recommandé par les différents organismes de santé. Donc, à ce jour, on se base sur des débits de VMC pour garantir un air sain au niveau global du logement. Et bien sûr, on a les arrêtés de 82 et l'arrêté de 83 sur la modulation des débits qui nous permettent justement, à travers ces exigences, de respecter déjà des minimums pour garantir la santé des personnes qui seront dans les logements. Donc, ces contrôles, en plus, au niveau des débits, seront renforcés, notamment au niveau des systèmes de ventilation, notamment dans le cadre de la réglementation 2020. Donc, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a une politique de moyens, il y aura aussi une politique de contrôle, et puis on a les labels qui aussi sont existants et qui nous permettront d'aller au-delà de ce qui est peut-être fixé par la réglementation pour optimiser encore cette qualité d'air intérieur, que ce soit au niveau global du logement ou aussi dans certaines pièces, en particulier les chambres, bien sûr séjours, mais sur lesquelles on va avoir des exigences peut-être complémentaires. Juste pour, je dirais, compléter, on a parlé de VMC, de débit de ventilation. Ce qui est important de voir aussi, c'est qu'est-ce que l'on peut faire au niveau du logement lui-même. C'est-à-dire qu'on peut aussi privilégier des systèmes de chauffage et de rafraîchissement qui sont par vecteur air, sur lequel on va aussi insister sur la filtration de l'air ambiant. Ce sont des systèmes qui sont en recirculation d'air. Et donc, globalement, on aura la possibilité, à travers ce système, d'optimiser la filtration, et notamment, par exemple, sur les particules fines, que ce soit des PM2, PM10, PM2,5, sur lesquels on va avoir des niveaux d'efficacité qui sont très importants. À chaque cycle de recyclage, finalement, on va venir aussi épurer l'air, un bon système pour justement garantir aussi bien la bonne qualité de l'air
ce soit dans les chambres ou aussi dans le séjour. Au niveau, je dirais, de ces systèmes-là, c'est très intéressant parce qu'on parle finalement d'avoir des effets complémentaires. On parle de VMC, on parle de chauffage par vecteur, de filtration de l'air ambiant. Tout ceci est bien sûr compatible entre les systèmes et on a pu apporter ces preuves-là via des avis techniques qui viennent corroborer, je dirais, les résultats. Donc, je vous invite sinon à consulter, je dirais, c'est ce genre de système qui permettront justement d'améliorer significativement les résultats en termes de résultats sur les PM, PM10, PM2.5. Alors, pour, je dirais, agrémenter un peu ces annonces, on a voulu faire aussi un certain nombre de simulations. Et puis, donc Vincent Arcy, chez nous, va vous proposer finalement des premiers résultats sur lesquels vous allez pouvoir aussi apporter vos commentaires. Oui, donc bonjour à tous. Je laisse la main à... Comme le disait André, donc on a utilisé un logiciel qui s'appelle le logiciel Indalo, qui a été développé par la société Octopus, qui permet en fait de simuler un bâtiment, un logement, et de ensuite faire des simulations de qualité d'air intérieur au sein de ce logement. Donc là, pour cet exemple-là, donc on a pris un appartement de type T2 de 44 mètres carrés qui est composé d'une pièce séjour cuisine, une chambre et ensuite une pièce salle de bain WC. Et donc ensuite, on a fait plusieurs scénarios donc, pour simuler la qualité de l'air donc sur une semaine. Donc là, ça, c'est la semaine du 1er au 7 janvier. Un premier scénario qui va être donc, avec une ventilation de type simple flux, donc VMC hydroréglable de type B. Un deuxième scénario donc, où il y aura toujours la VMC hydroréglable de type B, mais on va rajouter en plus donc, le système de chauffage par vecteur air qui était présenté par André, donc avec une programmation horaire, donc c'est-à-dire que le système ne va pas fonctionner forcément en permanence, mais à certains créneaux horaires de la journée. Et un scénario où là, donc, il y a toujours la base hydroréglable et un fonctionnement permanent de ce système de chauffage par vecteur air. Et un dernier scénario qui a été fait aussi, c'est le double flux, comme on va voir sur la slide suivante. Donc là, ça présente les résultats donc sur une semaine, donc comme je disais, une semaine début janvier, de la concentration en particules PM2.5, donc en microgrammes par mètre cube, au cours du temps. Donc vous pouvez voir sur la courbe orange, donc c'est la concentration qu'on va retrouver à l'extérieur en particules fines, donc basée sur des données des stations de mesure. La courbe bleue, donc ça va être ce qu'on va retrouver à l'intérieur avec la ventilation hydroréglable. Donc en fait, on retrouve à peu près les mêmes pics que ce qu'on a à l'extérieur avec un décalage de 7-8 microgrammes par mètre cube. Donc il y a un petit peu de particules qui sont retenues par l'entrée d'air. Lorsqu'on prend l'Isentis en programmation horaire, c'est la courbe grise. Donc là, on va être atténué par rapport à une VMC hydroréglable, donc du fait de la présence du filtre, l'unité va fonctionner en recyclage et donc ça va abaisser le taux de particules, ce qui permet en fait de la plupart du temps rester en dessous des 10 microgrammes par mètre cube, qui est une valeur repère pour une exposition long terme, donc donnée par le Conseil de la santé publique. Lorsqu'on va le faire fonctionner en permanence, donc le système, on est sur la courbe jaune, là on est tout le temps en dessous des 10 microgrammes, ce qui va être le cas aussi pour le double flux. On voit la courbe, donc la deuxième courbe bleu clair, où on est dans à peu près des mêmes niveaux que le système Isentis en fonctionnement permanent, du fait que là, en double flux, on va venir filtrer l'air neuf, donc ce qui est normal
vienne à baisser la concentration. En faisant un zoom sur une journée, on se rend compte qu'effectivement, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que les occupants sont surtout présents, en fait, le matin et le soir. Et donc, c'est aussi l'objectif de la programmation horaire, c'est de pas forcément faire fonctionner le système lorsqu'il n'y a pas d'occupants, et donc pour viser, du coup, à rester sous ces 10 microgrammes par mètre cube, en moyenne, et on voit que donc la courbe grise permet d'atteindre cet objectif sans forcément fonctionner en permanence. Pour le CO2, on a également fait des simulations, donc là c'est plus le logiciel Indalo, mais c'est le logiciel Matisse du CSTB, donc c'est ce qui a été utilisé pour pouvoir faire la vie technique. Et donc on peut voir que sur une chambre, en fait, lorsque donc le système Isentis fonctionne, on va diminuer les pics de CO2 qu'on observe la nuit lorsque les personnes dorment. On voit donc sur la courbe rouge en référence avec une VMC Hydro, on a des pics assez conséquents. Et le système, en fait, venant reprendre de l'air à la fois dans le salon et dans la chambre pour ensuite le chauffer, le filtrer. Le salon, comme il n'y a personne la nuit, il y a un phénomène de dilution qui va s'effectuer, donc ce qui peut être bénéfique aussi, donc dans le cas d'avoir un meilleur sommeil dû à une concentration en CO2 plus faible. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Céline qui, elle, va vous parler des solutions de QI dans le tertiaire. Très bien, merci Vincent. Donc revenons effectivement sur la partie plus tertiaire. Donc effectivement, il existe un certain nombre de normes et de réglementations qui traitent d'une manière directe ou indirecte de la qualité d'air intérieur. On a le RSDT, le Code du travail et la norme NF 16786-3 qui vont concerner la ventilation et le renouvellement d'air avec des débits d'air par personne, par typologie de bâtiment ou d'application. Et puis, on reviendra plus en détail sur la deuxième norme qui propose des niveaux de filtration par rapport à des ambiances extérieures et des typologies d'applications intérieures. On a également les concentrations des polluants qui sont fournies par les recommandations de l'OMS, de l'ANSES et du Haut Conseil de la santé publique. Et puis, on a évidemment tout ce qui est le décret de surveillance QAI, donc qui propose un diagnostic obligatoire autour de la qualité d'air dans les ERP scolaires et les loisirs. Donc, on a tout un volet réglementaire qui tourne autour des notions de qualité d'air ou plutôt de ventilation et de filtration. On a toute la démarche volontaire qui, elle, au travers de labels, par exemple, confort d'usage, j'ai choisi de présenter le WELL et l'Osmose, qui sont des labels qui permettent de se focaliser sur le bien-être de l'occupant, la santé et le bien-être de l'occupant, qui traitent aussi bien de la qualité d'air, mais aussi de la qualité de l'eau, d'encourager des pratiques sportives, une bonne alimentation et aussi une bonne santé mentale. Donc, tout ce label constitue finalement toutes les thématiques importantes pour que l'occupant du bâtiment soit vraiment au cœur des préoccupations et qu'il puisse développer des performances intellectuelles, une qualité de vie intéressante. Et la ventilation fait partie, la qualité d'air et la ventilation font partie des piliers importants de ces labels-là. Donc, on a les bonnes pratiques en matière de qualité d'air qui sont retrouvées, qui sont portées dans ces labels. Donc, tout ça nous amène à écrire et à formuler des recommandations, notamment en matière de ventilation. On verra pour la filtration et la purification ensuite. Donc, en matière de ventilation, la ventilation en double flux permet un apport d'air neuf filtré, donc qui correspond aux bonnes pratiques
pour détenir une bonne qualité d'air dans un bâtiment. Propose aussi une extraction de l'air vicié et en matière de confort va pouvoir permettre le préchauffage, le pré-rafraîchissement de l'air intérieur, de l'air neuf intégré dans le bâtiment au travers d'accessoires type batterie, d'eau froide ou chaude, poste-échangeur, de systèmes adiabatiques sur le flux d'air repris ou de pompes à chaleur intégrées qui vont amener du confort complémentaire à l'apport d'air neuf. On va également, en matière de ventilation, recommander d'utiliser un système double flux régulé, car cette régulation permet des fonctionnalités de gestion de la QAI. On va pouvoir moduler les apports d'air neuf et la ventilation d'une manière générale selon des données, des paramètres qualité d'air. Donc, on a la possibilité de piloter la ventilation selon des sondes de qualité d'air intérieur, soit selon différents paramètres, les CO2, mais aussi les COV et l'humidité, soit sur les particules fines, par exemple, quand on est dans des bâtiments proches de lieux proches des boulevards, par exemple, routiers. Et puis, il y a aussi des pilotages qui sont possibles selon des critères physiologiques, donc qui vont nous amener effectivement à piloter la ventilation selon finalement des paramètres qui permettent de donner une information sur la qualité d'air intérieur. Je laisse la main à mon collègue Olivier pour la partie recommandation sur la filtration d'air neuf. Merci Céline. Bonjour à tous. Alors on l'a vu, effectivement, les zones intérieures sont beaucoup plus polluées que les zones extérieures. Néanmoins, ce n'est pas forcément les mêmes pollutions et les pollutions extérieures peuvent être aussi nuisibles à la santé que celles intérieures, voire plus. Le corps humain est plutôt bien fait, puisque lui-même comporte un système de filtration plutôt efficace, mais comme on le voit sur ce slide, l'efficacité se limite à, dirons-nous, 5 microns, et plus les particules sont fines, et plus elles vont pénétrer l'intérieur du corps humain et donc présenter une dangerosité. Vous voyez qu'entre 5 à 10, le nez et le pharynx sont plutôt efficaces. Cela dit, par exemple, vous pouvez avoir des allergies dues à des particules supérieures à 10 micromètres. Alors, la norme a évolué, la norme sur la filtration a évolué, donc une filtration sur l'air neuf semble quand même extrêmement nécessaire. Cette norme a permis d'évoluer et surtout a permis de classer les filtres suivant leur réelle efficacité en fonction de la taille des particules. Vous voyez ici le tableau. Alors, tout ce qui était G est devenu filtre ISO grossier. Et puis, les bien connus M5, M6, F7, F8, F9 sont devenus des ISO en fonction de la taille de la particule, sachant que pour qu'un filtre soit classé ISO PM10, par exemple, eh bien, il faut qu'il arrête au minimum 50% des particules de taille PM10. Alors, cette nouvelle classification, cette nouvelle norme, nous permet de beaucoup mieux définir la qualité, l'efficacité du filtre qui va être mis en place en fonction, d'une part, de la situation où on se trouve, de la qualité de l'air extérieur par rapport à votre lieu de vie. On a donc défini 3 espaces différents, l'ODA2, l'ODA1, pardon, l'ODA2 et l'ODA3. Vous voyez, les photos sont très claires. L'ODA1, c'est l'endroit de rêve, extrêmement peu pollué. L'ODA2, c'est l'endroit finalement le plus courant. Vous avez les zones industrielles, vous avez les zones en général de travail. Et puis l'ODA3, là, vous n'avez pas trop de chance, mais vous êtes dans une zone plutôt très polluée, genre périphérique, proche banlieue de nos grandes villes. Et puis on va définir la qualité de l'air neuf qui devra être soufflé en fonction, là encore, du bâtiment dans lequel on se trouve, de l'espace dans lequel on se trouve. On les a définis en 5 catégories, de la sup 1 à la sup 5. Ce qu'il faut retenir, c'est que la 1, c'est la catégorie dans laquelle on va porter le plus grand soin à la filtration. Ce sont des laboratoires, les hôpitaux, là où la moindre particule présente un risque. La sup 2, je dirais, c'est la plus courante, c'est celle où on passe
La majorité de notre temps, hein, ce sont les bureaux, ce sont les crèches, ce sont les écoles. Le sud 3, ce sont des lieux aussi où on va se retrouver, mais de façon plus passagère. Hein. Ça va être les magasins, les locaux, enfin voilà, les choses vont passer une heure ou deux, mais pas, on n'y vivra pas en permanence, hormis pour les gens qui y travaillent, bien sûr. La sub 4, c'est déjà des locaux plutôt de passage plutôt rapide, hein, les cages d'escalier, enfin voilà, ce genre d'endroit. Puis les sub 5, c'est vraiment des endroits où on n'a pas de raison d'y vivre, sauf si on y est obligé pour une raison ou pour une autre, mais voilà, ça va être plutôt les parkings, les locales poubelles, choses comme ça. Alors, cette classification va donc nous permettre de définir, en fait, quel est le filtre le mieux adapté à la situation. Et vous voyez ici ce tableau récapitulatif, hein, qui, en fonction, donc, encore une fois, de la qualité de l'air extérieur et de la qualité souhaitée dans la zone intérieure, en fonction de la taille de particules, va définir une efficacité nécessaire, estimée nécessaire, pour traiter correctement le local. Alors, vous voyez ici un peu les exemples. Le tableau n'est pas forcément facile à lire. Si on prend le cas extrême, hein, SUP 1 dans une zone ODA3, donc on va implanter un laboratoire dans une zone extrêmement polluée, clairement, on va faire une efficacité très très forte, donc de l'ordre de 90% EPM1. Par contre, si on se retrouve dans une zone beaucoup plus, l'autre extrême, hein, un parking dans une zone très peu polluée, eh bien 50% EPM10 sera suffisant, c'est-à-dire en fait un filtre grossier. Bon, la zone la plus courante, celle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, en général, c'est la sub 2 ODA2, hein, des bureaux dans lesquels on va passer la journée dans une zone relativement polluée, mais moyennement polluée. On va se retrouver avec 70% EPM1, qui en fait aujourd'hui est un équivalent F8. Donc nos habitudes qui étaient de dire je mets un peu du F7 partout ou du F9 lorsque je veux faire mieux. Voilà, en fait, le compromis est trouvé avec le F8 qui se retrouve entre ces deux classifications. Alors, ces F7, F8, F9, bien évidemment, continuent d'être utilisés en langage courant, mais petit à petit, on va devoir s'habituer à parler EPM quelque chose. Et d'ailleurs, tous nos guides aujourd'hui sont rédigés dans les deux langages pour que les habitudes, bien évidemment, perdurent, mais voilà, on va s'habituer à ça. Voilà, écoutez, je vais laisser la parole à Vincent, qui va cette fois-ci nous parler de simulation dans les locaux tertiaires. Vincent. Oui, tout à fait. Donc, toujours donc avec le même logiciel que on avait utilisé pour l'habitat, donc le logiciel Indalo. Donc là, on a simulé un bureau donc de 13 mètres carrés, hein, qui a des dimensions standards pour accueillir 2 travailleurs. Donc la réglementation nous dit qu'il faut 25 mètres cubes heure par personne, donc ça fait un apport d'air neuf de 50 mètres cubes heure pour ce bureau. Et donc quand on regarde sur une semaine de travail, donc 5 journées, qu'est-ce qui se passe en termes de concentration en CO2 ? Donc on voit qu'il y a un premier pic le matin qui a atteint 1100 ppm, un creux à la pause de midi et puis un deuxième pic l'après-midi. Et donc, ça se reproduit sur chaque jour de la semaine. Donc là, on voit très bien qu'en fait, finalement, c'est 25 mètres cubes heure par personne. Donc, c'est bien dimensionné pour être dans des concentrations de CO2 de 1000 ppm, hein, ce qui était recommandé avant le Covid. Pour les 800 ppm qui sont recommandés en période de Covid, ça peut ne pas être suffisant. Donc, d'où les recommandations de soit augmenter, on va dire, l'apport d'air neuf au-delà de la réglementation, ou alors voilà, ouvrir la fenêtre, par exemple, en milieu de matinée, des choses comme ça. J'ai pas représenté sans ventilation, hein, mais s'il n'y a aucune ventilation mise en place, dans nos 13 mètres carrés à 2, on a des pics à plus de 4000 ppm. Donc là, c'est clairement pas recommandé. Ensuite, on a voulu voir un petit peu ce qui pouvait se passer dans une école.
Donc on a simulé une salle de classe de 55 mètres carrés avec 32, donc là ça 33 occupants. Bon. Avec donc un premier scénario sans aucune ventilation dans cette salle de classe, un deuxième scénario avec une ventilation de type simple flux, avec donc les débits réglementaires qui sont de 15 mètres cubeurs par occupant pour les salles de classe, donc ce qui représente 500 mètres cubeurs pour la salle. Un troisième scénario où on vient doubler ce débit, on regarde ce qui se passe si on apporte 30 mètres cubeurs par occupant. Un quatrième scénario, on vient mettre un filtre F7 sur le soufflage avec les 15 mètres cubeurs par occupant. Et enfin, un dernier scénario avec les 15 mètres cubeurs par occupant. Et en plus, on met 2 épurateurs de 200 mètres cubeurs chacun, avec filtration terra haute efficacité, qui vont fonctionner en recyclage. Donc, on vient toujours regarder d'abord la concentration en particules PM2,5. Donc là, sur 5 journées, on voit qu'au cours de la 3e journée, donc il y a un pic qui est aux alentours de 15 microgrammes par mètre cube. Donc les courbes orange et grises sont donc les courbes qui représentent donc la ventilation simple flux de 15 ou 30 mètres cubeurs par personne. Si on vient doubler l'apport d'air neuf, il y a toujours autant de particules au sein de la salle de classe parce que l'air neuf n'est pas filtré. Sans ventilation, c'est la courbe bleue. Il y a un peu moins de particules PM2,5 dans la salle de classe parce que en fait, les particules viennent surtout de l'extérieur et donc si on ne prend pas de l'air de l'extérieur, il y en aura un peu moins. Quand on regarde la courbe en vert, donc là c'est donc les 15 mètres cubeurs par personne avec les épurateurs avec filtre THE. Donc là on vient abaisser la concentration et on est au maximum à 9 microgrammes par mètre cubeur par exemple. Donc là ce qui permettrait de rester en permanence en dessous des 10 microgrammes. Et si on vient filtrer l'air neuf avec une filtration F7, donc là, on est encore plus efficace. Donc, on est au maximum à 6 microgrammes par mètre cube, ce qui peut être le cas dans le cas de l'utilisation d'une ventilation double flux, par exemple, où on viendrait filtrer l'air neuf. Lorsqu'on regarde les composés organiques volatiles, donc là, on a pris par exemple le formaldéhyde, qui est le plus problématique dans l'espace intérieur, sans aucune ventilation. Donc là, on a une concentration en formaldéhyde, donc qui va venir notamment des peintures et des revêtements de sol, etc., qui va aussi entre 20 et 35 microgrammes par mètre cube, qui est assez élevé, quand le Conseil de la santé publique recommande pour une exposition à long terme une valeur de 10 microgrammes par mètre cube. Dès qu'on va venir ventiler, que ça soit donc avec 15 mètres cubeurs par personne, ou 15 mètres cubeurs par personne plus une filtration, ou même 15 mètres cubeurs par personne plus les épurateurs, ça va être la courbe verte. On est à 2 microgrammes par mètre cube. En fait, là, pour le coup, que ce soit la filtration de l'air neuf ou l'épuration très haute efficacité, il n'y a pas d'impact sur les COV, parce qu'on a simulé des filtres particulaires. Actuellement, le logiciel n'a pas la possibilité de simuler des filtres à charbon actif, par exemple, qui auraient eu une action sur le formaldéhyde et auraient permis d'abaisser encore plus. Mais bon, on voit que c'est largement déjà suffisant en effectuant une dilution par la ventilation. Ce qu'on voit avec la courbe grise, si on double l'apport d'air neuf, ça descend encore plus bas, donc 1 microgramme par mètre cube, par exemple. Donc voilà, et qu'on a souhaité aussi regarder ce qui se passait dans le cadre donc, de l'épidémie de Covid-19. Donc on sait que le risque d'infection, en fait, ça va dépendre de la concentration virus dans l'air et du temps auquel on va s'exposer à ce virus. Donc,
Dans une salle de classe, on sait que les élèves sont amenés à rester longtemps. Et la concentration en virus dans l'air va dépendre en fait déjà de s'il y a un porteur de virus parmi les élèves. Donc c'est un porteur de virus, donc il va émettre des particules virales. Et donc pour diminuer ces particules, on va avoir plusieurs levées d'action qui vont être diluer le virus, donc via la ventilation. Et en complément d'un bon apport d'air neuf, ça peut être aussi d'épurer l'air par des dispositifs d'épuration. Donc, on a donc en utilisant le logiciel estimé donc le risque infectieux. Donc, pareil, donc pour 5 jours, en prenant l'hypothèse qu'il y a donc un élève qui est infecté. Et donc, pour les autres élèves, sans ventilation, au bout des 5 jours, le risque d'être infecté approche les 12%. C'est la courbe bleue. Lorsqu'on vient apporter 15 mètres cubes d'air par personne, le risque d'être infecté va être aux alentours de 5% au bout de cette semaine. Et lorsqu'on vient en plus mettre un épurateur avec filtre à très haute efficacité, ça va être la courbe verte, on va être de 5%, on va diminuer donc à 3%, donc ça apporte 40% d'efficacité supplémentaire du fait qu'on va venir capter les particules virales dans la pièce, les passer dans le filtre, et elles vont être retenues par le filtre, donc ça va permettre d'abaisser ce risque infectieux. Ce qui est le cas également si on double l'apport d'air neuf, c'est la courbe grise, on est quasiment au même niveau qu'avec les épurateurs. On atteint 3% de risque infectieux au bout de la semaine. Donc voilà, je vais maintenant donner la parole à Arnaud Meyer d'Uniclimat qui va vous dresser un panorama des technologies de purification de l'air. Merci Vincent. Donc effectivement, on va essayer de balayer ensemble rapidement justement les technologies de purification de l'air qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Donc la problématique Covid au niveau du Uniclimat nous a fait donc produire assez rapidement des recommandations qui vous ont là été donc diffusées concernant donc des préconisations d'utilisation en période Covid, puisqu'on a été questionné assez tôt sur le fonctionnement justement des équipements de génie climatique et notamment de ventilation en période Covid. On a abordé ensuite, bien sûr, le recours au système de purification de l'air. Et donc, il y avait, c'est pour ça qu'au niveau du Uniclimat, donc au niveau du comité, donc filtration et épuration, a réuni donc ses experts et a publié donc un guide que je vous invite à retrouver donc sur le site d'Uniclimat, donc qui est disponible en téléchargement en PDF, donc qui dresse un panorama des purificateurs d'air dans le tertiaire. Qui prend la forme d'un guide dans lequel en fait on va partager un petit peu les prérequis sur les signes de qualité qui entourent ces produits-là, puisque la question ça a été justement quelle certification, quelle marque de qualité, sur quelle marque de qualité on pouvait se reposer au niveau de ces produits-là. Donc ce guide permet de répondre à un certain nombre de questions. On va lister les différents polluants. Donc c'est des polluants qui ont déjà été identifiés, mais on dresse un panorama donc des polluants. Et derrière, en face, on va y mettre donc un certain nombre de solutions de purification à adapter justement en fonction de certains paramètres et notamment du type de polluant. Donc concernant les prérequis, donc comme le disait justement très justement Céline et Olivier, justement faire de la précaution Covid et aussi de la QAI, c'est pas uniquement une action à apporter, que ce soit la ventilation, de la filtration ou de l'épuration, mais c'est vraiment cet ensemble d'actions qui permet d'avoir un véritable levier autant sur la QAI que sur la lutte en cadre Covid. Et donc l'épuration, c'est pour ça que
précise que l'épurateur d'air doit toujours venir en complément d'un apport d'air neuf, puisque sans apport d'air neuf, les épurateurs ne peuvent pas bien fonctionner et remplir leur rôle. Donc, ce qu'on martèle et ce qu'on veut faire retenir, c'est numéro un, donc renouveler l'air avec de l'air neuf et ensuite venir apporter donc de la filtration et de l'épuration si besoin. Mais il faut vraiment prendre la problématique dans le bon ordre et dans la bonne hiérarchie pour qu'elle soit pour que l'action soit la plus efficace possible. Donc vous avez donc, on va pas, je vais revenir brièvement dessus, hein, mais c'est voilà, on a des poussières et polluants solides, les polluants biologiques et organiques. On va avoir des polluants plutôt gazeux et chimiques et d'autres marqueurs, donc le CO2 sur tout ce qui est un marqueur du confinement, le taux d'humidité, etc. Puis ensuite, l'ensemble des désagréments olfactifs sur lesquels voilà, certains systèmes de filtration et d'épuration permettent aussi de lutter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a donc sur le marché? C'est ce que vous retrouverez donc dans le guide. On a plusieurs donc, technologies qui existent et se complètent, hein, puisque elles se complètent dans le sens où elles ont chacune, on va dire, une action dédiée. Donc certaines permettent d'agir sur ce type de particles du cas par cas. Entre guillemets. Donc on a la filtration particulière. Donc là-dessus, c'est effectivement faire passer le flux d'air au travers de plusieurs filtres ou médias filtrants pour capter les particules. Donc ça, c'est une méthode de filtration qu'on connaît déjà et donc qui a été abordée notamment par Olivier. Donc il y a des systèmes de purification qui se reposent sur cette filtration particulière et notamment, il avait été préconisé par le Haut Conseil de la santé publique dans le cadre du Covid d'une filtration au niveau H13 ou H14. Donc voilà ce qui était un petit peu dans la littérature. On a aussi des produits donc, qui se basent sur l'ionisation. Donc on va émettre des ions dans l'air, donc négatifs, qui vont s'oxyder avec les particules et par effet électrostatique, ensuite elles vont être attirées donc, par les parois, au sol ou les murs. On a aussi tout ce qui est technique d'électrofiltration, où là, on va venir justement faire une filtration électrostatique, où on va charger, on va dire, les polluants avec des ions négatifs, et on va les récupérer donc sur des plaques chargées positivement, par exemple. On va avoir des systèmes donc, qui se reposent sur la photocatalyse. Donc là-dessus, donc on va éliminer les polluants par oxydation et par les rayons lumineux. Ensuite, on va avoir tout ce qui est système qui se repose sur l'irradiation UVC, où là, on va venir voilà, irradier, donc mettre du rayonnement UV qui vont détruire donc, les polluants par photocatalyse. On a la filtration moléculaire et l'absorption moléculaire. Donc là, on va collecter donc, des polluants par des matériaux absorbants. Et ça, c'est notamment tout ce qui est, ce qu'on connaît bien là-dessus, c'est tout ce qui est procédé via charbon actif, par exemple. Donc des procédés via charbon actif associés à des systèmes de ventilation. Et ensuite, donc, on a tout ce qui est technologie de plasma froid. Donc là, on est sur des systèmes actifs d'épuration, où là, on va émettre, pareil, le même principe un petit peu que sur l'ionisation, justement. On va émettre des ions négatifs et positifs en vue de désactiver directement l'agent pathogène et agir justement directement sur l'agent pathogène. Donc vous retrouverez donc justement dans le guide sur les épurateurs, voilà tous les points de vigilance associés donc à ces différentes technologies. Comme le disait Céline, on a beaucoup de textes pour les ERP au niveau réglementaire, et c'est vrai que voilà, il faut pas se perdre. Tout ce qui est réglementation, on a donc le règlement sanitaire départemental, voilà, qui contient un certain nombre de valeurs, le code du travail, le code de la construction et de l'habitat, et on a par exemple aussi, donc c'est pour ça que je disais qu'il faut porter une attention aussi là-dessus, on a un certain nombre d'arrêtés qui vont venir, par exemple, voilà,
s'associer par exemple au Code du travail, et je pensais notamment à un arrêté du 31 août 2021 qui avait été publié sur les crèches et les locaux d'accueil petite enfance, où on a fixé, où a été fixé des valeurs d'extraction de 30 mètres cubes heure par occupant. Donc c'est quelque chose voilà, qui vient compléter le Code du travail, mais qui n'y était pas initialement. Donc sur le RP, on retrouve voilà, des valeurs et des exigences un peu partout dans ces textes. Il y a eu effectivement les recommandations du Conseil de la santé publique, les recommandations qu'on a publiées donc en partenariat avec le CETIAT, Uniclimat, mais aussi le CSTB. Et on nous pose souvent justement la question ça a été, est-ce qu'il existe justement des signes de qualité ou des marques? Qu'est-ce qu'un bon système justement d'épuration? Et donc c'est pour ça ça existe, hein, on le confirme, et c'est ce qu'on met dans le guide. On a l'ANF B44-200 qui, elle, va concerner donc la performance intrinsèque de l'épurateur, mais on a également donc l'ANF 536 qui là est une certification et donc une marque ANF sur les épurateurs d'air. Donc aujourd'hui, on a voilà, cette certification et des normes qui nous permettent d'apprécier la qualité donc d'épuration et l'efficacité de ces systèmes. Donc sur les épurateurs, hein, ce qu'il faut retenir, et voilà, cette logique-là, c'est vraiment de venir par étage agir sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est apporter de l'air frais via de la ventilation voilà, naturelle hybride, mécanique, et en se reposant sur de la mesure de CO2 surtout. Et j'insiste sur cet apport d'air neuf, puisqu'en fait, on a une étude RH, on a fait une étude RH en 2017 par le bureau d'études RH qui a montré qu'environ 34% des locaux tertiaires en France ne sont pas équipés d'un dispositif de ventilation ou de traitement d'air, donc ce qui va représenter environ un bureau sur deux et trois salles de classe sur 5. Donc on est entre guillemets loin du compte là-dessus. Donc c'est pour ça que voilà, on insiste toujours sur le prérequis qui est venir renouveler l'air. Et ensuite, on va installer éventuellement un épurateur selon le besoin et le niveau d'exigence qui est visé. Ensuite, on va venir faire de la filtration performante pour l'amener l'air dans le bâtiment, qui va permettre déjà d'avoir une première étape justement sur la dépollution de l'air. On préconise un taux de brassage de 5 renouvellements par heure avec identification des pièces à traiter. Et ça, c'est un point sensible qui est mis en avant justement également dans le guide, puisque voilà, c'est pas tout d'avoir le bon équipement, il faut qu'il soit bien placé et il faut qu'il soit placé de manière astucieuse. Donc c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur l'affluence qu'on a dans les pièces à traiter, mais également où est placé l'épurateur et où sera localisé donc l'épurateur. L'association des filtres EPA-logie, il faut faire attention à ne pas faire exploser au niveau des niveaux sonores, hein, puisque l'acoustique, ça fait partie du confort, et donc c'est important de ne pas venir dégrader le confort acoustique. Et voilà, et ce que je disais, c'est du bon sens et de la logique. Il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment du cas par cas selon les besoins et les objectifs. Et donc sinon, si on prend un petit peu de recul au niveau des acteurs, c'est quelque chose qu'on porte au niveau de ce qu'on a appelé le combo QAI, puisqu'en fait le Covid nous a amené à nous réorganiser aussi en interne côté Uniclimat, puisqu'on travaille de concert avec le comité froid climatisation et également donc le comité filtration. Pour justement porter ce qu'on appelle le combo QAI, et c'est vraiment cette logique il n'y a pas une solution miracle, mais c'est cet ensemble de solutions-là, renouveler l'air, filtrer, épurer, qui vont justement nous permettre d'atteindre une bonne QAI et de réduire le risque de transmission virale à venir. Donc j'espère pas à venir, mais voilà, si jamais des épisodes se reproduisent. Et donc voilà, avec plusieurs axes, mesurer, trouver les bonnes solutions, les financements, comment on fait la maintenance. Donc on a différentes thématiques qu'on a déployées un petit peu toute l'année sur la performance énergétique, justement les problématiques plus Covid, les écoles, etc. Le but, c'est de faire de l'information et de la communication ciblée au niveau des décideurs, des prescripteurs et des installateurs.
Et donc, on va continuer à dérouler donc ces actions de communication avec comme point final, je dirais, le interclimat, où là-dessus, il y aura un espace et énormément d'informations justement autour de ce combo QAI. Et donc, voilà, je vous invite à consulter donc, le guide sur les épurateurs et de suivre justement les communications du combo QAI et de venir du coup sur Interclimat pour voir tout ça. Et donc, je repasse la parole donc à Flavie pour la partie questions-réponses. J'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le, sur le créneau. Merci Arnaud, c'était parfait et très clair. Je vais juste terminer par une brève conclusion avant de laisser la main à Flavie pour la partie questions-réponses. Donc, une conclusion rapide pour un webinaire qui a été très riche en matière de simulation et de données théoriques également. Donc, la qualité d'air, finalement, c'est une question globale, c'est une question collective, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud. Elle s'obtient dans un bâtiment grâce à une combinaison de plusieurs actions et de plusieurs processus. La filtration, la ventilation, la purification d'air sont au cœur de la conception du bâtiment tertiaire et résidentiel qui veut être sain et sécuritaire pour son occupant. Et il existe autant de solutions finalement que de bâtiments avec des problématiques données pour pouvoir garantir cette sécurité sanitaire et de ses occupants. Et il est aussi important de préciser qu'on a aussi des moyens technologiques pour finalement assurer et concilier le besoin de performance énergétique du bâtiment et les attentes en matière de qualité d'air intérieur pour les occupants. Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées au niveau des fabricants, au niveau des intégrateurs. Et il existe des solutions qui permettent à la fois d'offrir une bonne qualité d'air dans les bâtiments et de réduire et d'agir pour avoir un bâtiment performant énergétiquement. Je laisse la main à Flavie pour la phase de questions-réponses. Merci à tous les participants. Merci Céline, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est en effet qu'on prenne un petit peu de temps là jusqu'à midi pour répondre aux questions. Alors, une première question de Jérémy. Quelle est la meilleure solution pour assurer une bonne QAI et en même temps respecter les exigences de performance énergétique demandées dans la RE 2020 ? Arnaud, vous y avez un petit peu répondu en disant que c'était aussi une combinaison d'actions de filtration, de purification, de ventilation. Est-ce qu'il y en a un de vous qui voudrait faire le lien vraiment avec la RE 2020 ? Oui, peut-être non. Je dirais juste sur la RE 2020, on va pas être sur des exigences justement de filtration ou d'épuration. Par contre, justement, on va être sur des exigences en termes de renouvellement d'air qui vont s'appuyer justement sur le principe de dilution et de balayage, qui vont déjà contribuer grandement justement à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Mais le plus gros levier QAI sur la RE 2020, c'est la procédure de réception des installations qui va être élargie normalement sur le tertiaire. Mais voilà, au niveau RE 2020, il y a pour moi, après je pense que Céline, tu compléteras, mais il y a uniquement justement des valeurs de débit et puis cette réception. Donc on va venir vérifier que les installations fonctionnent bien, ce qui est déjà un gros levier pour la QAI actuellement. Oui, exactement. Et, juste pour compléter, effectivement, qui dit qualité d'air intérieur a tendance à dire augmenter les exigences en matière de filtration, augmenter les débits, voilà, qui induirait finalement à augmenter les consommations globales. Alors, il faut s'appuyer sur l'évolution technologique, par exemple les moteurs ECM qui permettent d'optimiser la consommation énergétique, la récupération d'énergie qui permet de récupérer des calories, donc de diminuer les consommations, la modulation des débits, on n'en a pas parlé, c'était pas vraiment l'objet de ce webinaire, mais il existe des solutions qui permettent d'optimiser les consommations tout en permettant de garantir une bonne qualité d'air intérieur. On a à ce titre d'ailleurs deux guides, un guide pour les bâtiments neufs et un guide pour les bâtiments tertiaires en cours de rénovation qui permettent de proposer des solutions qui permettent de concilier la performance énergétique et la qualité d'air intérieur. Donc, il est tout à fait possible de trouver le bon compromis
pour offrir une bonne qualité d'air intérieur qui est important pour les occupants et pour la santé publique, et à la fois de répondre aux exigences en matière de performance énergétique décrites dans la RE 2020, mais également par le décret tertiaire pour les bâtiments en cours de rénovation. Donc, super, oui, merci à tous les deux pour ces compléments d'information. Une autre question également, de Rémi, comment peut-on contrôler la QAI et le respect des préconisations, normes, alors que la ventilation par ouverture des fenêtres est encore autorisée dans le tertiaire? Céline, tu nous as notamment parlé des sondes QAI intelligentes, des sondes CO2. Est-ce que tu veux ajouter un complément d'information à cette question? Effectivement, l'idée, c'est de faire porter les messages, de faire la promotion de la ventilation mécanique, car parfois l'ouverture des fenêtres va permettre de faire entrer une pollution extérieure, notamment en bordure de milieux autoroutiers denses ou dans des zones, comme l'a évoqué tout à l'heure Olivier, dans des zones très polluées. Fonction de la pollution extérieure, effectivement, d'ouvrir simplement la fenêtre va nous faire entrer des pollutions et va nous finalement dégrader la qualité d'air intérieur plus que nous l'améliorer. Donc effectivement, il existe cette possibilité d'ouvrir les fenêtres. On est là aussi pour faire la promotion de la filtration et des systèmes de ventilation mécanique qui permettent de maîtriser et de contrôler l'apport d'air neuf. Je pense, oui, Olivier, que tu as envie de... Pardon. Ouais. Ah, non, j'avais juste une petite précision. C'est vrai que nous, on fait l'indistinction et justement, c'est ce qu'on appuie auprès des pouvoirs publics notamment, c'est que la ventilation par ouverture des fenêtres n'est pas de la ventilation, mais de l'aération. Il y a une différence à apporter et je pense que la différence est vraiment là en fait. On a ouvrir les fenêtres, c'est ce qu'on appelle effectivement de l'aération, qui ne permet pas de maîtriser les débits, qui ont voilà, ses avantages et ses désavantages qu'on connaît déjà bien. Mais ouvrir la ventilation par ouverture des fenêtres, ce n'est pas de la ventilation. Il existe de la ventilation naturelle qui fait référence à une conception propre et qui est parfois plus difficile à mettre en place que de la ventilation mécanique dans certaines configurations. Mais effectivement, voilà, je voulais juste apporter cette précision-là parce que c'est important et on retrouve encore dans les textes un peu partout. On ventile par ouverture des fenêtres. Il faut vraiment qu'on conserve voilà, cette notion, ce principe. La ventilation, c'est une ventilation générale par balayage, par principe. Et l'ouverture des fenêtres ne permet pas de la réaliser, donc c'est de l'aération. Oui, là, je peux me permettre, l'ouverture des fenêtres, d'abord, est un acte volontaire, très courant et plutôt très agréable en été, et beaucoup moins courant et beaucoup plus rare, enfin, beaucoup moins courant en hiver, bien évidemment, puisque dans ce cas-là, on va refroidir le logement. Mais néanmoins, quand même, contrairement à certaines idées reçues, une ventilation n'interdit pas l'ouverture des fenêtres. J'ai déjà entendu cette remarque. Ah, mais j'ai une ventilation. Si on met une ventilation double flux, on n'a plus le droit d'ouvrir les fenêtres. Pas du tout. On a tout à fait le droit d'ouvrir les fenêtres. Lorsqu'on donne une ventilation double flux, ça va rien modifier à votre système d'installation et ça n'abîmera pas. Voilà. Question suivante. Ah, on a perdu Flavie. Alors, pour la question, j'ai vu qu'il y avait effectivement quelqu'un qui rappelait que épurer n'était pas ventilé. Donc, effectivement, ça, c'est bien le message qu'on a porté durant toute la présentation. L'épuration n'est qu'un complément d'une bonne ventilation. Et il existe plusieurs critères et plusieurs technologies à disposition pour aller traiter des solutions spécifiques. Donc, le numéro 1, la recommandation numéro 1 porte bien sur la ventilation. Je ne sais pas si... Très bien. Pardon. Oui, on va enchaîner peut-être avec une question pour André. Quel est le bon compromis entre QAI, confort thermique et économie d'énergie? André, je te laisse la parole. Oui, en fait, la question résume vraiment tous les enjeux. C'est-à-dire que nous, en tant qu'industriels, on doit être capable de fournir justement des solutions globales qui vont améliorer certes la QAI, qui répondent à des standards de confort, qu'ils soient thermiques, acoustiques, etc., et rentrer dans le cadre
certes de l'économie d'énergie, mais aussi des données environnementales, donc de la RE 2020. Donc là, on avait illustré ce propos à travers la commercialisation du système Isentis, où là, typiquement, on va venir finalement s'adosser à un avis technique hygroréglable sur la VMC, mais le système de chauffage et de rafraîchissement en tant que tel est un système aussi qui vient épurer l'air. Et en plus, on peut raccorder ce système de chauffage directement sur des pompes à chaleur. Donc, en fait, on vient essayer à chaque fois de rentrer finalement sur une dynamique globale pour répondre justement à ces trois, voire ces 4 volets, ces 4 exigences qui sont demandées actuellement sur le marché du résidentiel, en tout cas. Merci André pour ces compléments d'infos. Je pense qu'on avait une question pour Olivier. Quid Oui. de l'efficacité et des modalités d'entretien et changement d'équipe? Oui, en fait, on a 2 questions qui tournent autour de la maintenance et de l'entretien, qui sont forcément des sujets récurrents dans le métier de la ventilation, puisque c'est bien souvent là où ça pêche. Alors déjà, je veux quand même vous rassurer, les gens qui nous écoutent, un filtre encrassé est plutôt plus efficace qu'un filtre propre. Je dirais même que plus il est encrassé, malheureusement, plus il est efficace. Par contre, il va réduire le débit puisque le ventilateur ne pourra pas compenser la perte de charge et il va augmenter drastiquement les consommations d'énergie. Donc, ça n'est pas une bonne chose, mais en soi, par rapport à l'efficacité sur l'air lui-même, ce n'est pas un énorme problème. Alors, on parle du filtrage 14, qui est le coût d'efficacité et des modalités d'entretien et changement du filtrage 14, qui sont censés capter les virus. Alors, je peux vous rassurer, il n'y a pas que les filtrages 14 qui captent les virus. Tout d'abord, un virus, effectivement, le virus du SARS par rapport au Covid a une taille extrêmement petite, souvent inférieure à 1 micron, mais fort heureusement, il ne se promène pas tout seul. Il est souvent aggloméré à une particule d'eau, notamment, lorsque vous respirez ou vous émettez des vapeurs d'eau. Donc, ces particules sont quand même plus grosses. Et donc, elles sont plutôt correctement arrêtées par les filtres dits F7 à F9. Alors, c'est pas du 100%, bien sûr, comme du H14, mais on peut considérer que lorsqu'on renouvelle l'air plusieurs fois par heure, eh bien, on va traiter plutôt correctement la filtration de ces virus. Donc, le H14, en fait, il pose un énorme problème puisque sa perte de charge est très importante par rapport. On ne peut pas remplacer aujourd'hui un filtre F7 par un filtre H14 sans augmenter considérablement la vitesse de rotation de la centrale et la puissance du moteur. Donc, bien souvent, obligation de changer la centrale pour y arriver. Et puis, encore une fois, le coût énergétique va être très important. Donc, c'est là où je voulais revenir quand même au tableau de la norme, c'est que cette norme, effectivement, elle permet de définir la filtration utile par rapport à l'environnement et par rapport à ce que vous souhaitez protéger. Et une surqualité de filtration génère une surconsommation extrêmement importante et un surcoût aussi, puisque évidemment, plus le filtre est efficace et plus il est cher. Et c'est là où on en vient aux questions suivantes. Les estimations du coût de la QAI par mètre carré d'installation et d'exploitation. Bon, le sujet il est plutôt complexe puisque en fonction de ce que l'on va faire, entre du simple flux, du double flux, de l'épuration, évidemment les coûts sont différents et ils peuvent être effectivement plutôt importants. Plus on va loin dans le sujet, loin dans le contrôle et loin dans la non-consommation d'énergie, eh bien évidemment le coût d'installation sera plus important et parallèlement, forcément, le coût d'exploitation est également un peu plus. Voilà, je crois avoir à peu près répondu, même si ce n'est pas très précis, puisqu'on n'a pas de valeur, on ne peut pas donner une valeur comme ça par rapport à ces installations, puisque, encore une fois, elles sont toutes différentes. Mais bon, on a quand même, bien sûr, en interne des ratios plutôt précis sur ces sujets. Merci Olivier, c'était très clair. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Dans tous les cas, pas d'inquiétude, on va vous transmettre cette FAQ, on va vous transmettre également le replay de ce webinaire par emailing non seulement, et puis vous retrouvez aussi l'ensemble de nos replays et de nos FAQ directement accessibles sur le site france-r.com. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre aussi sur France Air pour regarder tous les liens que je vous ai partagés sur la réglementation, les dossiers techniques, les livres blancs.
Voilà, on vous le remettra également dans les liens accessibles vers la FAQ. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous les intervenants pour ce webinaire de qualité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Et bon appétit. Merci. Merci à tous. Bon appétit. Au revoir. Merci. Et à bientôt. Bientôt. Au revoir.